Avant toute parole, accordez-vous un geste simple. Respirez. Sentez l'air entrer comme on recueille une bouffée de vie et sortir comme on dépose un peu du poids que l'on porte. Ramenez l'attention à la poitrine. Remarquez le rythme du cœur. Percevez la température de l'air qui touche les narines. Tandis que le corps trouve un peu plus d'espace, écoutez la question qui ouvre cette traversée. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous aujourd'hui, à cette minute exacte où votre histoire et la mienne se rencontrent? Peut-être que la réponse est encore timide, peut-être se cache-t-elle derrière une fatigue ancienne, peut-être ne pouvez-vous dire que « je ne sais pas ». C'est très bien. Ici, votre expérience est accueillie telle qu'elle est. Il y a des jours où la vie nous surprend par une sorte de silence intérieur, un vide qui n'est pas absence de bruit, mais de direction. Il y a des jours où l'on dirait que quelqu'un a retiré le sol, et le corps réagit avant que l'esprit ne comprenne. Le souffle se fait court, la nuque pèse, la nuit met du temps à finir. Si c'est votre moment, je vous vois. Je reconnais le courage qu'il y a à simplement rester, même quand tout autour crie d'abandonner. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Il y a en nous une étincelle, un fil de sens, qui ne s'éteint pas, même lorsque le vent de la douleur insiste. À cette part, nous prêterons attention. Vers cette part, nous tournerons notre regard. Viktor Frankl a traversé une obscurité qui dépasse les mots, et de l'intérieur a témoigné de quelque chose d'essentiel. Il existe une liberté que personne ne peut arracher, la liberté de choisir l'attitude face à ce que nous n'avons pas choisi de vivre. Cette liberté n'est pas une bravade, ce n'est pas un cri de « je contrôle tout », car personne ne contrôle tout. C'est un geste intime, presque invisible, qui commence dans la conscience et s'inscrit dans le corps. Quand vous percevez que vous pouvez décider de la manière de répondre, même si la douleur demeure, quelque chose change au-dedans. La pression sur les épaules s'allège d'1 millimètre, la vision s'élargit d'1 centimètre, la respiration gagne 1 seconde de plus. Cela semble peu, mais c'est suffisant pour que le prochain pas apparaisse dans la brume. Nous ne sommes pas ici pour nier la souffrance, ni pour la cultiver. Nous sommes ici pour apprendre à la traverser avec dignité, en transformant la douleur en matière première de sens. Peut-être que votre souffrance a un nom: deuil, séparation, diagnostic, peur, solitude, échec, une fatigue de celui ou celle qui a soutenu le monde trop longtemps. Peut-être n'en a-t-elle pas et se manifeste-t-elle seulement comme une absence de couleur. Dans tous les cas, une direction est possible. Et cette direction naît lorsque nous reconnaissons 2 vérités en même temps. Ce qui fait mal est réel. Et pourtant, il existe en moi quelque chose qui peut choisir comment marcher avec cette douleur. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas rapide, mais c'est constant. Pendant que vous m'écoutez, permettez au corps de participer à la compréhension. Relâchez la mâchoire, détendez les épaules, desserrez un peu les mains. Quand le corps relâche quelques tensions, le système nerveux trouve une chance de se réorganiser. La science qui étudie le cerveau et les émotions nous montre que l'attention, la respiration et le sens modifient des voies internes. Le cœur et le cerveau peuvent entrer dans une plus grande cohérence et les réseaux de l'esprit deviennent plus disponibles pour de nouvelles réponses. La spiritualité pratique commence ici. Ne pas fuir ce que nous ressentons, mais lui donner une place en nous, afin de pouvoir choisir au-delà de l'impulsion automatique. La biologie répond quand l'âme choisit une direction. Peut-être êtes-vous au bord d'une décision ou face à une absence. Peut-être ne savez-vous pas par où commencer à rassembler les morceaux de vous-même. Alors, pour l'instant, commencez petit. Parfois, c'est dans un geste minuscule que la vie change de cap. Boire un verre d'eau en présence, ouvrir la fenêtre à la lumière du matin, envoyer un court message pour demander une présence, remercier pour quelque chose qui a survécu à la tempête. Petit n'est pas synonyme d'anodin. Petite est la juste mesure d'aujourd'hui lorsque l'avenir paraît trop grand. Et lorsque l'aujourd'hui est soigné, le lendemain trouve sa voie. Je sais que vous avez déjà entendu beaucoup de promesses. Je sais que les phrases toutes faites blessent quand l'âme est fatiguée. Ici, il n'y a ni raccourci, ni recette, ni comment être libre en 3 étapes. Il y a, oui, un chemin d'honnêteté avec sa propre douleur et d'engagement envers des valeurs qui en valent la peine. Il y a du mouvement, fût-il lent. Il y a des pauses quand le corps le demande. Il y a du silence quand les mots
ne suffisent pas. Et il y a surtout ce rappel. La vie ne devient pas insupportable par la circonstance, mais par le manque de sens. Lorsque le sens apparaît, même timidement, le poids se réorganise. Si vous le souhaitez, fermez les yeux quelques secondes et imaginez une cellule. Pas la cellule de briques, mais l'image de vos circonstances actuelles, des limitations, des pertes, des frontières imposées. Imaginez maintenant que cette cellule a une fenêtre. Vous ne décidez pas de la taille de la grille, mais vous pouvez décider de la direction du regard. Peut-être qu'au dehors, il y a un morceau de ciel, un arbre, un visage aimé, un travail qui sert, une cause qui vous appelle, ou simplement la lumière qui change de couleur en fin d'après-midi. La liberté qui nous importe commence en choisissant à plusieurs reprises de regarder par cette fenêtre. Le monde peut pousser, mais dans ce petit geste, vous cessez d'être seulement réaction et redevenez réponse. Tout au long de ce chemin, nous visiterons des douleurs qui paralysent, des vides qui troublent, des espérances qui parfois s'endorment. Nous parlerons de responsabilité comme capacité de répondre, d'un courage qui n'est pas spectacle, du service comme pont, de raconter sa propre histoire sans effacer ce qui a fait mal. À chaque étape, vous serez invité à une pratique simple, possible, qui tient dans 24 heures de vie réelle. Car le sens n'est pas une idée vague, c'est un verbe qui se conjugue au quotidien. Car la liberté n'est pas absence de limite, c'est une présence consciente à l'intérieur de ceci. Avant de poursuivre, demandez-vous, avec une sincérité paisible, quelle part de moi peut encore choisir aujourd'hui? Peut-être est-ce choisir un mot plus doux lors de la prochaine conversation? Peut-être est-ce choisir 5 minutes de silence avant de dormir? Peut-être est-ce choisir de demander de l'aide? Peut-être est-ce choisir de dire non à ce qui vous draine et oui à ce qui préserve l'essentiel? Remarquez comment le corps réagit lorsque vous nommez ce choix. Parfois, un soupir plus profond indique que quelque chose en vous consent à la direction. Enfin, faites un pacte intime de soin avec vous-même. Promettez-vous qu'en cette rencontre, vous ne vous forcerez à rien, mais ne vous abandonnerez pas non plus. Promettez d'honorer vos limites et pourtant d'ouvrir de l'espace pour un pas nouveau. Promettez de traiter votre propre âme avec la gentillesse que vous offririez à quelqu'un que vous aimez. Et si à un moment l'émotion monte fort, souvenez-vous, c'est la vie qui passe en vous, non une erreur à corriger. Laissez-la passer, comme des vagues qui vont et viennent, et maintenez allumée la petite flamme de l'intention. Respirez encore une fois, sentez vos pieds au sol. Reconnaissez ce qui est vivant en vous maintenant. Même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière du sens peut être trouvée. Parfois, elle commence comme un fil presque invisible, et c'est suffisant. Nous poursuivons ensemble à partir d'ici, avec calme, avec vérité, avec la liberté de choisir l'attitude qui nous rend à nous-mêmes. Parfois, le corps se réveille avant l'âme, comme si la journée commençait par un faux pas invisible. Le téléphone vibre, le monde exige, et à l'intérieur quelque chose demeure en suspens, sans appui. C'est de cet endroit que naît la sensation que la vie pousse et que vous ne faites que réagir, comme quelqu'un qui tente d'avancer sur un sol qui se dérobe. Le cœur s'accélère par défense, les épaules se raidissent comme une armure, et l'esprit cherche des explications rapides à un inconfort lent. Certains appellent cela la paralysie. C'est aussi une demande de soins venue du fond. Lorsque tout semble déplacé, l'organisme tente de survivre à l'excès. L'impulsion est de se refermer. L'invitation silencieuse est de percevoir. Liberté d'attitude, non de circonstance. Cette phrase, simple et radicale, change la géographie intérieure. On ne choisit pas toujours le diagnostic, l'absence, le licenciement, l'adieu arrivé sans prévenir. On ne choisit pas toujours le mot de l'autre, ni le ciel qui se couvre. Pourtant, il existe un point de décision qui n'est pas confisqué. Ce point ne crie pas. Il se révèle lorsque l'attention repose quelques instants sur ce qui demeure vivant malgré ce qui a manqué. L'esprit, lorsqu'il rencontre un sens, réorganise des routes. Le corps, lorsqu'il trouve une direction, redonne de la force aux jambes. Cette petite liberté n'est pas un spectacle, c'est un changement d'axe, du « pourquoi cela m'arrive-t-il » vers «
Comment vais-je y répondre? Le monde reste le même pendant quelques minutes, mais l'endroit d'où l'on vit le monde n'est déjà plus le même. Le petit morceau, contrôlable. Il est un instant où la réalité s'impose telle qu'elle est, et la question en nous se resserre jusqu'à devenir quelque chose de maniable. De quoi, en vérité, est-ce que je dépends dans les prochaines heures? Quel geste entre dans la mesure de mon souffle d'à présent? Il ne s'agit pas de réparer la vie entière, il s'agit de toucher une partie qui répond au toucher, un appel possible, une limite dite avec respect, une attention de base au corps, une demande sincère de compagnie, un engagement modeste envers une valeur qui a du sens. Quand le focus recule de l'impossible vers le possible, le circuit de la réactivité perd de sa force. L'énergie qui alimentait auparavant le désespoir commence à irriguer des choix petits mais réels, et des choix réels, répétés, tracent des trajectoires, triades de sens dans le chaos. Au cœur du tourbillon, certaines personnes trouvent de la clarté en regardant vers 3 directions de valeur. Il y a ceux qui demandent « Qu'est-ce que je peux encore créer, si petit que cela paraisse? Qu'est-ce que je peux encore éprouver ou aimer, fût-ce la lumière sur une feuille, une conversation honnête, un passage de musique ?» De quelle attitude puis-je me revêtir face à l'inévitable, de manière à honorer le meilleur de moi, créer, expérimenter, se comporter, 3 verbes qui rendent l'auteur à sa place, là où il ne semblait rester que la survie. Ceux qui s'approchent de cette triade constatent souvent que, même si le décor demeure dur, leur propre posture commence à reconfigurer l'expérience. Et quand l'expérience change, la douleur ne disparaît pas, mais elle cesse de dominer le récit. Le corps acquiesce lorsque l'âme trouve une direction. Les neuroscientifiques décrivent la plasticité comme la capacité du cerveau à se modeler à partir de l'expérience répétée. Les philosophes existentiels rappellent que l'attitude choisie dessine le type de personne que nous devenons. L'association des deux produit un effet concret. Lorsqu'une valeur est choisie et vécue, même à petite dose, le système émotionnel apprend de nouvelles réponses. La tachycardie trouve de quoi dialoguer, l'attention une issue, l'esprit des pistes alternatives à celles de la peur. La spiritualité pratique, celle qui se laisse vérifier au quotidien, naît de cette rencontre entre signification et physiologie. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est la cohérence entre ce que l'on croit et la manière dont on traverse la rue de sa propre vie. L'illusion de vouloir tout contrôler engendre l'épuisement. Quand le monde s'effondre, naît la tentation de serrer chaque vis, de surveiller chaque millimètre, d'essayer de garantir des résultats à la force des bras. Le paradoxe, c'est que cette tentative intensifie le sentiment d'impuissance. À l'inverse, assumer la part qui nous revient, et seulement celle-là rend du souffle. Il y a de la sérénité à choisir le périmètre de sa responsabilité et à relâcher ce qui n'est pas contrôlable. L'âme remercie lorsqu'elle reconnaît la frontière. Le cœur acquiesce lorsque l'énergie est investie là où elle peut produire une transformation réelle. Et curieusement, c'est de ce focus humble que naissent souvent des effets plus vastes que ceux que l'anxiété n'a jamais réussi à produire. La cellule et la fenêtre. Imaginez la scène intérieure avec honnêteté. Des limites existent, des barreaux existent, des pertes existent. Dans cette image, il y a aussi une ouverture qui ne peut être retirée. La fenêtre est celle par laquelle le regard s'échappe pour toucher ce qui a de la valeur. Certains y trouvent au dehors le visage de quelqu'un qu'ils aiment. D'autres voient un travail qui sert. D'autres encore ne trouvent qu'un ciel qui change de couleur. Et cela dit déjà quelque chose. Le temps n'est pas arrêté, la vie continue de pulser et vous demeurez capable d'orienter votre propre attention. Regardez dans la direction qui fortifie, ce n'est pas nier ce qui étouffe, c'est nourrir ce qui en vous résiste à l'étouffement. C'est se rappeler, à répétition, qu'il existe en vous quelque chose qui n'est pas séquestré. Lorsque la bonne question est posée, elle devient un phare. Quelle part de moi peut encore choisir aujourd'hui? Revient comme un refrain qui, à force de revenir, trace un chemin. À mesure que cette question rencontre des réponses modestes mais vraies, l'identité migre du rôle de victime des circonstances vers celui de gardien de l'attitude. Ce n'est pas une migration instantanée, c'est une traversée quotidienne. Naît une forme d'intimité avec sa propre vérité. Reconnaître ses fragilités sans s'y confondre, reconnaître sa force sans la mettre en scène. Le courage cesse d'être du bruit
et devient un soutien silencieux. La dignité d'une réponse consciente transforme la manière dont la douleur est portée. Frankl a observé que, lorsqu'une souffrance inévitable rencontre un sens, elle cesse d'être seulement souffrance et devient mission. Il ne s'agit pas de rechercher la douleur pour se sentir noble, mais, lorsqu'elle arrive sans invitation, de décider du destin qu'elle aura en nous. Certains transforment des pertes en soins envers d'autres qui perdent, transforment des échecs en contributions honnêtes pour ceux qui commencent, transforment des ruptures en présence mûrie pour de futures relations. Ce qui semblait n'être que ruine commence à devenir œuvre discrète de pièces intérieures remises en ordre. Le sous-produit de cette posture est souvent appelé paix. Non pas une paix naïve qui dépend d'un monde silencieux, mais une paix robuste, qui se maintient même quand le vent souffle de face. Il y a de la sérénité à savoir que l'essentiel est à portée du choix. Il y a de la légèreté à savoir que la mesure du jour est le prochain geste aligné à une valeur, et non un règlement de compte avec l'univers. Il y a de la quiétude à percevoir que, bien que la marée monte et descende, demeure intacte la capacité d'orienter le gouvernail intérieur. Peut-être existe-t-il aujourd'hui un mot qui traduise votre pas. Présence, honnêteté, soin, vérité, fermeté, gentillesse. Lorsqu'il est choisi, il vous choisit en retour. Lorsqu'il devient la lentille, les couleurs du monde changent de saturation. Le décor peut rester difficile, mais l'expérience acquiert des contours, et le contour est une forme de liberté. L'attitude au fond est la maison que nous portons pour traverser les hivers. À partir d'elle, le reste peut se construire. Et même lorsque tout semble perdu, ce commencement demeure disponible. Toujours. Il est un moment où le plaisir commence à prélever de lourds intérêts. D'abord vient le soulagement rapide, la distraction bienvenue, l'éclat qui réchauffe pendant quelques minutes. Très vite pourtant, le corps présente l'addition, une fatigue qui ne repose pas, un vide qui réclame encore du même, un silence que même la musique ne parvient pas à combler. La journée s'achève saturée de stimulation et, paradoxalement, pauvre de sens. L'esprit s'emballe, la poitrine se serre, la question insiste. Pourquoi, plus je poursuis ce qui me donne du plaisir, plus je me réveille creux. Il ne s'agit pas de diaboliser le bon goût des choses simples, mais de remarquer quand le plaisir devient cage, lorsque la quête de soulagement se transforme en prison. Viktor Frankl a appelé volonté de sens cette faim plus profonde qui traverse l'être humain. Plus profonde que la volonté de plaisir, plus profonde que la volonté de puissance, plus profonde que toute conquête dépendante des applaudissements. Lorsque le plaisir devient une fin en soi, il étanche la soif une minute, mais accroît la sécheresse intérieure. Lorsque le plaisir naît d'un lien avec quelque chose de signifiant, il devient une respiration qui nourrit. Les neurosciences émotionnelles suggèrent ce que l'âme sait déjà. Le cerveau se modèle à ce que nous répétons. Des pics constants de stimulation entraînent des circuits d'urgence. Des expériences orientées par un sens entraînent des circuits de présence. Et la présence est le sol où la paix pousse, lente et résistante. La rupture silencieuse survient quand le bonheur cesse d'être un but et devient un sillage. Il ne s'agit pas de l'abandonner, mais de le remettre à sa place, conséquence naturelle d'une vie reliée à l'essentiel. C'est pourquoi, après un geste qui sert, quelque chose s'apaise. Après une conversation vraie, la poitrine s'ouvre. Après la contemplation d'une beauté gratuite, l'esprit s'aligne. Le sens n'est pas un ornement poétique, c'est un axe. Quand une valeur oriente le pas, l'émotion trouve un foyer. Et lorsqu'elle a un foyer, le corps se repose de batailles qu'il n'avait pas besoin de livrer. Certaines personnes aiment tenir un carnet simple, presque un reliquaire du quotidien, appelé journal eau douce. On y dépose, à la fin de chaque jour, 3 souvenirs où la vie a débordé au-delà du nombril. Un soin offert à quelqu'un, une cause touchée de main disponible, une œuvre achevée qui profite à autrui. Le lendemain matin, souvent, l'humeur se réveille différemment, comme si le système nerveux reconnaissait qu'il appartient. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Lorsque l'attention se tourne, de manière répétée, vers ce qui a du sens, l'esprit apprend de nouveaux chemins. Le cœur trouve un rythme. Le corps fait la paix avec la fatigue. La métaphore est ancienne et juste. Boire de l'eau de mer étanche la soif une minute et met ensuite en péril le corps tout entier. Le sel charme les yeux,
l'horizon séduit, la gorgée semble promettre la vie, mais la sécheresse revient plus affamée. Les eaux douces, au contraire, ne font pas de spectacle, elles soutiennent. Il en va ainsi des choix. Certains brillent et épuisent, d'autres sont discrets et soutiennent la traversée. Lorsque l'âme apprend à reconnaître le goût, elle se met à demander ce qui la fortifie, pas seulement ce qui la distrait. Il est peut-être possible d'identifier avec douceur vos eaux salées. Parfois, elles se cachent dans des défilements infinis d'écrans, dans des achats qui promettent un nouveau départ, dans des relations utilisées comme anesthésie, dans des promesses de productivité qui vident le dimanche. Rien de tout cela n'a besoin d'être condamné. Il suffit de comprendre. Ceux qui cherchent l'allègement révèlent un besoin légitime. Repos, appartenance, beauté, reconnaissance. Lorsque le bon besoin rencontre la bonne source, le cycle de la compulsion s'affaiblit. La blessure ne demande plus le spectacle, elle demande du soin. Frankl a décrit l'auto-transcendance comme cette capacité à se trouver en se donnant à quelque chose qui nous dépasse. À la lumière de ce don, la vie gagne en densité. Il ne s'agit pas de perdre de vue qui l'on est, mais de découvrir qui l'on est quand on se donne. Le moi se fortifie en s'ouvrant. L'identité s'approfondit lorsqu'elle sert. Dans cette dynamique, le bonheur surgit sans être chassé, tel un oiseau qui se pose sur l'épaule de celui qui demeure en silence à contempler le paysage. Il arrive, non parce qu'on l'a poursuivi, mais parce qu'il y avait un lieu où se poser. Des questions aident à décanter. Quelle quête dans votre vie a un goût de mer, intense, brillante et saumâtre? Quelle expérience a un goût de source, simple, silencieuse et nourricière? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, porte assez de valeur pour laisser demain un sillage de paix dans le corps? À mesure que ces réponses prennent forme, la cage perd de sa force. Le vide cesse d'être un ennemi et devient un signe, un appel doux à réaligner le cœur sur ce qui le soutient. Et lorsque le cœur se réaligne, le bonheur cesse d'être une promesse lointaine pour devenir une présence discrète, une présence qui ne crie pas, n'impose pas, n'exige pas d'applaudissements. Elle accompagne simplement comme si elle savait qu'avant toute conquête, il existe un sens qui respire au-dedans. Quand la tête court des kilomètres en avant, tandis que les pieds demeurent cloués au même carré de sol, naît une anxiété qui semble avoir un goût de rouille dans la bouche. Le corps sent d'abord, l'estomac se contracte, la respiration se raccourcit, la peau devient en hyper-alerte comme si chaque bruit annonçait un danger invisible. L'esprit, alors, se met à tisser des scénarios, et chaque scénario en appelle un autre, comme des couloirs d'un labyrinthe sans fenêtre. Entre la rumination et l'ajournement se forme une fatigue qui n'est pas physique, elle est temporelle. Fatigue d'habiter l'après, tandis que le maintenant reste à l'abandon. La douleur d'origine porte ce nom discret et vrai. Anxiété du futur, rumination, ajournement chronique des choix, et sous cela, un besoin légitime. Sécurité, direction, appartenance à son propre temps. La responsabilité, ici, ne sonne pas comme un poids, mais comme une possibilité. Responsabilité comme responsibility, la capacité de répondre au moment avec valeur et non par la fuite. Au lieu de réagir à la tourmente avec l'ancien répertoire de la peur, la conscience cherche un geste aligné sur l'essentiel. Les neurosciences émotionnelles décrivent comment l'attention module le système nerveux. La philosophie existentielle rappelle que l'attitude choisie dessine des trajectoires intérieures. Lorsque le présent est reconnu comme le seul lieu où commence l'avenir, quelque chose se réorganise. Le cœur qui battait comme un tambour de guerre trouve un tempo plus humain. L'esprit, qui multipliait les possibilités de perte, apprend à nommer des possibilités de présence. Il existe une rupture d'attente qui fait mûrir l'espérance. Attendre n'est pas passivité. L'espérance est un verbe. Sans micro-engagement, elle devient une fantaisie anesthésiante. La phrase peut sembler dure, mais elle libère. L'espérance qui ne touche pas le sol se transforme en rêve qui diffère la vie, tandis que l'espérance qui s'appuie sur le quotidien devient un pont. Le verbe « espérer », lorsqu'il se conjugue avec la valeur, respire. Lorsqu'il se conjugue avec la fuite,
il étouffe. La différence tient à la direction du pas, fût-il minuscule. Le premier millimètre de chemin vaut plus que des kilomètres imaginés devant la fenêtre close. Quelques questions font office de boussole douce, de celles qui, même sur une route de brouillard, gardent la main assez ferme sur le volant pour avancer. Le protocole des 3 questions offre 3 fils d'or, clairs, directs, humains. 1. De quoi dépend réellement de moi dans les prochaines 12 heures? 2. Pour qui cela aura-t-il du sens? 3. Quelle valeur sera visible dans cette action? Lorsque ces questions rencontrent des réponses honnêtes, naît la chance concrète d'un micro-acte dès aujourd'hui. Et lorsqu'un micro-acte advient, le corps enregistre un trait net de réalité. Le temps recommence à obéir au cœur. Il n'y a pas de spectacle dans ce changement. Il y a de la dignité. L'avenir cesse d'être un tyran et redevient une direction. L'image aide quand l'esprit est embrumé. Dans le brouillard, le phare ne court pas jusqu'au navire. Il demeure allumé. L'anxiété veut un mouvement désordonné, voudrait que le phare nage, crie, atteigne l'impossible. L'espérance qui agit connaît la portée de sa lumière et soutient son éclat. Être un phare n'est pas résignation, c'est une présence qui oriente. Tant que la visibilité est faible, le rayon constant sauve des routes. Ainsi en nous, maintenir allumée la cohérence entre valeurs et gestes est une manière d'accueillir sa propre finitude sans renoncer à la traverser. Sur le terrain de la physiologie, cela se traduit par des voies plus douces pour le système nerveux. De petites décisions cohérentes réduisent la surcharge d'incertitude, signalant au corps qu'il existe une direction. Le cortex, qui planifie, et les régions limbiques, qui sentent, apprennent à dialoguer avec plus de respect. Le résultat n'est pas un miracle d'euphorie, mais un soulagement qui ouvre un passage. La journée redevient à la mesure de la journée. La spiritualité pratique y trouve son langage, une intention honnête adossée à un geste concret. Il s'agit moins de contrôler le destin que de choisir le type de présence qui accompagne chaque pas. Reste encore le dilemme de l'attente. Entre se précipiter et se paralyser, il existe le territoire de la gestation. Tout n'est pas prêt à advenir maintenant, et pourtant quelque chose peut être soigné maintenant. La graine n'exige pas le fruit. Elle demande terre, eau, lumière et temps. Il en va de même pour les projets, les liens, les processus de guérison. Lorsque l'espérance devient un art de la conduite, l'anxiété perd son trône. L'esprit apprend à nommer les intervalles. En attendant que le grand arrive, le petit se construit. En attendant que demain ouvre la porte, l'aujourd'hui met de l'ordre à l'intérieur. Et mettre de l'ordre dedans améliore l'air que l'on respire. Peut-être une scène du quotidien l'illustre-t-elle avec justesse. Quelqu'un qui, depuis des semaines, remet une conversation nécessaire à plus tard, vit dans un cycle de tension. L'imagination répète des versions d'échecs. Le corps réagit comme si l'échec avait déjà eu lieu. En revisitant les 3 questions, la personne perçoit que, dans les 12 prochaines heures, il ne dépend d'elle que d'écrire un paragraphe clair, respectueux, aligné sur la valeur d'honnêteté et de soin. Le destinataire réel de cette action est un lien qui mérite la vérité, la valeur visible et la dignité. En concluant ce petit passage, il n'y a pas de feu dans le ciel. Il y a pourtant un fil de paix qui n'existait pas auparavant. Le phare est resté allumé. Le navire, sans voir la côte, a ajusté sa route. La répétition ici n'est pas entêtement. C'est de l'artisanat. Chaque jour où l'espérance s'appuie sur une attitude, les circuits du cerveau traitent cela comme un modèle. L'anxiété peut bien rendre visite. Elle trouve des portes au gonds neufs. La rumination peut frapper au milieu de la nuit. Elle rencontre moins d'écho. L'ajournement chronique, habitué à gagner par épuisement, découvre qu'il a perdu la primauté au profit d'une autre habitude. Honorer des valeurs par des gestes à la mesure du jour. C'est une révolution silencieuse qui se joue à l'échelle humaine. À un moment de cette traversée, une douceur commence à poindre. Non pas une douceur qui épargne la réalité, mais celle qui accompagne tandis que la réalité pèse. L'espérance qui agit ne promet pas des raccourcis, elle promet de la compagnie. Elle demeure quand la nuit est longue, non comme distraction,
mais comme rappel que quelque chose en nous subsiste quand presque tout s'en va, la capacité de répondre avec valeur. Et dans cette réponse, l'avenir cesse d'être une menace lointaine pour devenir un engagement intime. Le présent devient un lieu habitable, et habiter le présent est la manière la plus simple et la plus profonde de ne pas abandonner l'avenir. Il existe une oscillation qui épuise l'âme. Un jour, le récit de celui qui a souffert plus qu'il ne pouvait. Le lendemain, l'armure du héros qui supporte plus qu'il ne devrait. La victimisation réclame un réconfort sans fin, l'héroïsme exténué demande des applaudissements qui ne suffisent jamais. Ces deux postures évitent le même point sensible, la rencontre humble avec ses propres limites. Le corps perçoit cette alternance avant l'esprit. Tantôt il se rétracte, tantôt il se bombe. Il repose rarement à sa juste mesure. La sensation est celle de vivre sur une balançoire émotionnelle qui ne trouve jamais l'équilibre, comme si la dignité dépendait de prouver la douleur ou de prouver la force. Et pourtant, il existe une dignité plus silencieuse, celle qui naît lorsqu'on accepte d'être humain, sans adjectif. Rollo May a appelé courage d'être le choix d'accepter la finitude et, malgré elle, d'affirmer des valeurs. Ce n'est pas le courage qui élimine la vulnérabilité, c'est celui qui l'inclut. Accepter la finitude ne signifie pas se résigner au peu. Cela signifie reconnaître les contours de sa propre vie pour que les valeurs y trouvent place. Dans cette acceptation, la poitrine s'abaisse un peu, l'air entre avec plus de générosité, la tête peut s'appuyer sur une épaule intérieure qui ne juge pas. Le courage d'être n'a rien à prouver à personne, car il n'est pas en scène. Il s'occupe des coulisses. Et des coulisses bien soignées soutiennent des pièces entières. Il faut ici une rupture d'attente. Le héros, lorsqu'il devient performance, peut aussi être une fuite. L'image d'invincibilité protège de la douleur, d'admettre la fatigue, le besoin, la limite, le désir de réconfort. Le masque tient quelques heures, mais il coûte cher au-dedans. Tension, irritabilité, distance affective, une forme de solitude qui ne se confesse pas. Le courage qui importe, au contraire, se permet la phrase qui sauve les liens et préserve la santé. Ce n'est pas possible. Ou l'autre qui rend direction et sens. Oui, ce sont des mots courts qui exigent une longue honnêteté et qui, disent à la juste mesure, organisent le monde alentour sans avoir besoin de bruit. Ce que l'on appelle le rituel d'autorisation intérieure naît de ce terrain. Ce n'est ni une liste d'objectifs, ni une proclamation au monde entier, c'est une boussole intime. Dans sa forme la plus simple, il tient en deux lignes, un non non négociable et un oui non négociable pour la semaine. Le non protège ce qui ne peut être violé sans blesser l'essentiel. Le oui nomme ce qui mérite la priorité, même si le reste pousse. Les jours de doute, ces deux mots servent de rail discret. Ils rappellent que la responsabilité ne consiste pas à tout porter, mais à soutenir ce qui a de la valeur. Revisités avant des décisions difficiles, ils affinent l'oreille pour ce qui compte vraiment et réduisent le bruit intérieur qui égare. Dans la chair, cela a des effets perceptibles. Le corps, habitué à combattre ou à s'effondrer, apprend une troisième voie, réguler. Ni la rigidification du héros, ni la dissolution de la victime. Une posture qui accueille à la fois sa fragilité et sa force. Les neurosciences émotionnelles décrivent comment cet alignement entre valeurs et choix crée des signaux de sécurité interne. Les hormones du stress ne dictent plus tout le rythme. Les circuits de la récompense cessent de dépendre des applaudissements extérieurs. Le système nerveux trouve de nouvelles latitudes pour répondre au monde. La sensation est celle d'habiter en soi, sans trop ni trop peu. La métaphore du fil de funambule éclaire ce processus avec précision. Marcher sur le fil, c'est l'art de perdre l'équilibre et de le retrouver à chaque pas. Il n'existe pas de traversée sans micro-chute ni micro-ajustement. L'artiste ne s'enorgueillit pas de n'avoir jamais vacillé. Il est fier de soutenir le retour au centre. Ainsi en nous, la responsabilité ne signifie pas ne jamais se tromper, ne jamais se fatiguer, ne jamais demander de l'aide. Elle signifie choisir le retour à l'axe comme pratique. Il y a de la grâce à admettre l'oscillation,
de la beauté à témoigner du retour au fil à plomb, de la maturité à accepter que la traversée se fait de corrections subtiles. Le piège de la victime mérite aussi compréhension. Il naît d'une douleur réelle et demande donc du respect. Le problème commence lorsque la douleur devient identité fixe. Là, chaque événement s'interprète comme la confirmation d'un destin inévitable. Toujours moi, toujours ainsi. Le récit crée des rails. Et les rails, à leur tour, produisent des prophéties autoréalisatrices. En reconnaissant la limite de ce scénario, une brèche s'ouvre pour un autre récit, celui de qui souffre sans se confondre avec la souffrance, celui de qui demande de l'aide sans renoncer à sa propre autorité, celui de qui sait que la vie lui a fait des choses, mais qu'il existe encore de l'espace pour décider de ce qu'il fera, de ce que la vie a fait. Quand le non et le oui prennent corps, les relations changent de saveur. Le non protège l'heure du repos, l'intégrité d'une valeur, la santé invisible qui soutient les autres engagements. Le oui nourrit la présence là où le cœur veut être, prend soin du lien qui mérite un avenir, investit l'énergie là où le sens respire. Cette architecture discrète réduit le besoin de héros épuisés et de victimes chroniques. À leur place surgissent des personnes entières qui reconnaissent leur fatigue, célèbrent leur puissance et ne délèguent pas la barre de leur propre navire. Il existe aussi une éthique du rythme qui s'apprend par la pratique. Le courage discret ne bouscule pas, ne théâtralise pas, ne promet pas ce qu'il ne peut tenir. Il dit « Aujourd'hui, voilà ce qui tient » et « Parce que cela tient, il soutient ». C'est un courage qui respecte les 24 heures qui existent et choisit la meilleure manière de les honorer. À la fin de la journée, ce respect produit une paix qui n'est pas de l'euphorie, mais de la constance. Le cœur s'endort sans la sensation d'avoir trahi quelque chose d'essentiel. Enfin, un geste de gentillesse envers sa propre histoire. Entre la victime et le héros habite quelqu'un qui est simplement humain. Lorsque cette humanité est embrassée avec fermeté et compassion, le monde retrouve des contours supportables. Le visage se détend un peu, le regard recommence à voir des détails que la hâte de la performance avait effacés, la voix trouve le ton qui dit vrai sans blesser. Et, dans ce ton, la responsabilité cesse d'être un poids qui fait couler pour devenir un lest qui stabilise la traversée. Le fil reste tendu en hauteur, le vent continue de souffler, mais le corps apprend la balançoire. Il perd l'équilibre, il le retrouve, il le perd, il le retrouve. Chaque retrouvaille est un oui à la vie à la mesure qui est la sienne. Et cela, en silence, est une forme profonde de liberté. Il est des jours où le silence de la maison paraît plus lourd que le bruit des rues, comme si les murs absorbaient notre nom pour ne renvoyer que des échos. L'isolement crée des mirages. Le sentiment d'insignifiance s'approche lentement, l'invisibilité affective se pose sur les épaules. Le corps éprouve une fatigue qui n'est pas du sommeil, c'est une absence d'appartenance. Le cœur demande si le fait d'être ici change quelque chose. L'esprit, aux prises avec des souvenirs de liens anciens et des attentes non comblées, tisse des scénarios qui finissent de la même manière. Personne ne me voit. Sous ce manteau, l'âme se rétrécit, non par manque de valeur, mais par manque de direction où l'offrir. Et c'est justement dans ce pli de la vie qu'un mouvement discret et décisif peut advenir. Viktor Frankl a nommé ce mouvement l'auto-transcendance. Le moi se rencontre lui-même lorsqu'il s'oublie au service d'un bien qui le dépasse. Cette phrase, lorsqu'elle touche la peau, produit une chaleur reconnaissable. Le sens n'apparaît pas comme une introspection infinie, mais comme une ouverture, non comme un miroir qui renvoie toujours le même visage, mais comme une fenêtre qui présente d'autres mondes. En nous donnant à quelque chose de plus grand, nous ne nous perdons pas, nous nous trouvons. Le paradoxe est beau. Plus le geste se dirige vers l'extérieur, plus l'identité se consolide au-dedans. L'intention s'aligne sur une valeur qui respire, l'énergie trouve son cours, la solitude recule de quelques pas, et la journée retrouve des contours. Il y a ici une rupture d'attente, douce et ferme. Chercher du sens, en ne regardant qu'en soi, c'est comme tenter de voir son visage sans miroir. Certaines profondeurs ne se révèlent que lorsque le regard atteint l'autre, la cause, l'œuvre, le champ, où notre présence touche et transforme, fût-ce à peine. Il ne s'agit pas d'abandonner le soin de soi, ni de romantiser le sacrifice. Il s'agit de se redécouvrir dans une relation vivante au monde. Lorsque la question passe de « que me manque-t-il » à « qui
puis-je offrir ce qui est en moi, l'équation intérieure change. Le vide cesse d'être un trou et devient un passage. En le traversant, on découvre qu'il y avait beaucoup gardé qui attendaient une direction. Les neurosciences émotionnelles observent que des liens significatifs et des actions prosociales régulent le système nerveux, réaccordent le rythme du cœur à celui de la respiration, redistribuent la chimie du stress. L'expérience le confirme. Après un soin offert, la poitrine retrouve son compas. Après une présence véritable, le corps se repose d'une manière que le sommeil seul n'obtenait pas. La spiritualité pratique reconnaît le même phénomène avec une autre langue. Lorsqu'on donne du sens à quelqu'un, le sens lui-même trouve maison. Il n'y a pas de spectacle, il y a cohérence. Il n'y a pas d'euphorie, il y a appartenance. Le monde reste exigeant, mais le poids devient partageable. Certaines personnes aiment tracer un chemin simple pour ne pas se perdre dans cette traversée, ce qu'elles appellent le projet pont de 30 jours. L'idée est claire, choisir une cause ou une personne et définir une contribution hebdomadaire spécifique, qu'il s'agisse d'heures, de compétences ou de présence. Au lieu de grandes promesses, de petits pactes fidèles. Au fil des semaines, on observe l'impact perçu et en parallèle, l'humeur et l'énergie de son propre corps. Le pont n'est pas une métaphore vide. Il se matérialise dans la régularité de l'offrande. La constance ouvre un passage à ce qui semblait ne plus circuler. Et quand ça circule, la vie reprend le flux que la solitude avait tari. L'isolement a souvent ce chuchotement. Rien de ce que nous faisons ne change vraiment quelque chose. Le projet pont répond sans fanfaronnade. Cela change suffisamment. Un voisin âgé reçoit une écoute qui raccourcit l'après-midi. Une compétence discrète résout un problème qui, pour un autre, était une montagne. Une présence silencieuse auprès de quelqu'un en deuil empêche que la nuit soit absolue. Dans le même temps, celui qui donne découvre en lui un territoire inattendu, la dignité de faire partie, l'humilité de ne pas être le centre, la joie sereine de participer au tissu commun. L'identité, loin de se dissoudre, gagne en relief. La métaphore du fleuve aide à comprendre ce qui se passe sous la surface. Le fleuve trouve sa force parce qu'il cède et qu'il s'écoule, non parce qu'il s'accumule. L'eau stagnante pèse, tourne, s'appauvrit en oxygène. L'eau en mouvement rencontre la pierre, contourne, apprend sa propre musique. Il en va ainsi de la vie intérieure. Quand ce que nous sommes reste retenu, le sentiment d'insignifiance grandit. Quand ce que nous sommes trouve un cours, la force apparaît. Céder ici, ce n'est pas renoncer à soi, c'est reconnaître que son propre lit a été fait pour le passage. En cédant à une direction qui a de la valeur, l'eau du dedans trouve sa mère. Des questions simples éclairent le chemin sans imposer de rails. Qui, dans mon monde, a besoin du type de présence que je sais offrir? Ou ma compétence discrète? Écouter, organiser, réparer, cuisiner, enseigner, traduire le silence? Peut-elle alléger un poids réel? Quelle cause résonne avec mon histoire au point que j'y reconnaisse un miroir plus grand et, en même temps, un appel? À mesure que ces réponses surgissent, même timide, l'environnement se réorganise. Non parce que tout devient facile, mais parce que l'énergie trouve des veines par lesquelles avancer. La peur de se perdre se dissout souvent dans la pratique de se donner avec des limites claires. Ce qui épuise, ce n'est pas le soin, c'est le démesuré. Ce qui rend malade, ce n'est pas le don, c'est l'auto-abolition. Le projet pont, borné dans le temps et la forme, parle la langue du réel. Il fixe des rives pour que l'eau ne déborde pas de tous côtés. Au terme d'un mois, le paysage intérieur a souvent changé de ton. Sur le visage, il y a un repos nouveau. Sur les épaules, un poids mieux distribué. Dans le cœur, le souvenir concret que faire partie est une forme de guérison. À un moment donné, sans éclat, quelque chose d'essentiel se confirme. Celui qui se donne se trouve. Celui qui s'oublie pour un bien qui le dépasse ne disparaît pas. Il apparaît avec des contours plus nets. La vie, qui semblait étroite, révèle un pont qui n'était pas visible. Le chemin ne consiste pas à être vu de tous. Il consiste à voir et à être vu juste assez pour que le sens ait où se poser. Et, lorsqu'il se pose, la liberté cesse d'être un concept pour devenir une pratique respirable.
Cette même liberté qui, en touchant l'autre, nous rend à nous-mêmes l'intégrité que la solitude avait tenté d'effacer. Il est des histoires qui se brisent dans leur milieu comme une assiette favorite qui glisse des mains et, en touchant le sol, semble emporter avec elle l'appétit de vivre. Deuil, échec, rupture, des noms différents pour le même effroi, le récit perd son fil. Les scènes perdent leur logique, le corps perd la mesure. La chronologie intérieure se brouille. Des souvenirs arrivent sans y être invités. Des questions se répètent comme un refrain. À quel moment mon histoire a-t-elle cessé d'être la mienne? La poitrine tente de rapiécer du sens avec ce qu'elle a sous la main, mais le fil casse. La tête essaie d'ordonner les étagères du passé, mais les objets s'obstinent à tomber. Dans ce décor, la douleur ne réclame pas la hâte, elle demande du respect. La vie, sans éclat, chemine à nos côtés en attendant le moment d'être recomptée avec les pièces nouvelles qui restent. Yalom et Frankel, par des voix distinctes, ont indiqué la même direction, la réécriture existentielle. Il ne s'agit pas d'inventer une fin heureuse, mais de redonner de la cohérence au récit en intégrant les pertes aux valeurs qui demeurent. Lorsque la narration retrouve un axe de signification, les pièces ne reviennent pas à leur place d'autrefois. Elles découvrent une place possible, vraie, habitable. Clore un cycle ne signifie pas oublier, c'est raconter à nouveau avec vérité et responsabilité. La vérité pour ne pas nier la gravité de ce qui est arrivé. La responsabilité pour assumer la part qui revient à chacun dans la construction du prochain chapitre. Entre les deux surgit une dignité qui ne dépend pas du temps pour effacer les marques. Elle fleurit précisément en les honorant. Lorsque l'esprit rencontre cette colonne de sens, il commence à réorganiser les souvenirs avec plus de douceur. Ce qui était rappelé comme une plaie à vif devient mémoire de passage, sans perdre la densité qui en fait l'importance. Le corps suit, la respiration gagne en amplitude, la musculature défensive se relâche de quelques millimètres, le sommeil revient nous visiter avec moins d'interruptions. Les neurosciences émotionnelles décrivent ce phénomène comme une reconsolidation mnésique. Ici, il est vécu comme un soulagement. Non pas un soulagement qui efface, mais un soulagement qui permet de continuer. La spiritualité pratique y reconnaît le même processus sous un autre nom. Des retrouvailles. Le moi frappé rentre à la maison avec des rides nouvelles et, paradoxalement, plus de contours. Certains trouvent à cette étape un geste silencieux qui transforme le paysage intérieur, la lettre d'héritage à l'entretien de vie. La lettre naît comme une conversation avec quelqu'un du futur, peut-être un petit enfant inconnu, peut-être un ami de demain, peut-être une version plus âgée de soi, autour de la valeur que l'on souhaite voir survivre. À l'écriture, des mots simples révèlent des fondations, une loyauté qui ne dépend pas d'une réciprocité parfaite, un courage qui ne confond pas cri et présence, un amour qui persiste même lorsqu'il doit changer de forme. En parallèle, un bref enregistrement, 10 minutes de voix vraie, répond à la question qui ouvre des passages. Qu'ai-je appris que seule la douleur m'a appris? Dans l'acte de dire, les contours s'affirment. Dans l'acte d'entendre sa propre voix, l'histoire se reconnaît. Il n'y a pas d'ordonnance, pas de format idéal. Il y a la rencontre entre ce qui a blessé et ce qui, malgré la blessure, demeure précieux. La métaphore du kintsugi éclaire ce travail avec délicatesse. Un artisan japonais ne cache pas la rupture, il comble la fente d'or. La céramique ne redevient pas ce qu'elle était, elle redevient entière autrement. La beauté naît de la reconnaissance de la cassure, de la patience pour le processus, du soin apporté à la colle qui respecte ce qui fut. La biographie, touchée par cet art, assume l'autorité de ses propres jointures. Les lignes d'or ne sont pas de la vanité, elles sont la mémoire vivante, que la force d'aujourd'hui s'est forgée au point exact où la matière a cédé. L'éclat ne camoufle pas la douleur, il l'intègre dans un dessin plus vaste, où la pièce retrouve sa fonction, et avec elle, du sens. Dans bien des trajectoires, l'élaboration du legs fonctionne comme un axe discrètement thérapeutique. En nommant la valeur qui mérite de traverser le temps,
la personne perçoit que l'essentiel était déjà présent avant la perte et que, d'une certaine façon, c'est pour lui que cela a tant fait mal. Si cela a fait mal, c'est que cela comptait. Si cela comptait, cela peut continuer à compter autrement. Cette constatation réduit la tentation de transformer la blessure en identité. La cicatrice cesse alors d'être la marque d'un accident pour devenir un signe de chemin. C'est comme si la vie, en regardant en arrière, disait « Ici, ça s'est brisé. Ici, ça a été réparé. Ici, j'ai appris à tenir autrement. » Des exemples discrets et clairs, sans faire de bruit. Une mère qui a dit adieu à un enfant garde la mémoire non comme un autel de souffrance éternelle, mais comme un engagement quotidien à la tendresse envers les enfants qu'elle croise. La valeur qui demeure est le soin. Un professionnel qui a vu un projet s'effondrer découvre, avec le temps, que son fil le plus vrai était la contribution. Et, pour cette raison, offre généreusement ce qu'il sait à ceux qui commencent. La valeur qui demeure est la générosité mise en acte. Quelqu'un qui a connu la trahison perçoit que son noyau est la vérité et décide que désormais sa parole aura le poids d'une promesse mesurée. La valeur qui demeure est l'intégrité. L'œuvre qui naît de ces gestes n'efface pas l'événement. Elle lui donne un lieu où respirer sans empoisonner le reste. Le risque de romantiser la douleur se dissout lorsque les actions restent proportionnées et honnêtes. Pas de tours héroïques de dépassement performatif, pas de déni des rechutes, pas d'exigence imposée au corps au-delà de ce qu'il peut donner. Ce qui soutient, c'est le tempo humain. Des pas à la mesure du jour, des liens qui acceptent des limites, des choix qui conversent avec le temps possible. Au final, la biographie ne se redresse pas par simple volonté, mais par affinité, avec des valeurs qui se répètent. Et la répétition, patiemment, trace des sentiers là où il n'y avait que broussailles. Des questions simples aident à garder la boussole près du cœur. Quelle valeur à moi est restée debout quand le reste s'est effondré? De quelle manière cette valeur s'est-elle déjà manifestée, fût-ce timidement, après l'impact? Quelle soudure dorée puis-je reconnaître aujourd'hui, sans hâte, sans pression? Où mon histoire demande-t-elle à être racontée avec moins de bruit et plus de vérité? À mesure que ces réponses apparaissent, l'image de soi gagne des contours plus aimables. Le visage n'a pas besoin de cacher les marques. Il y trouve des signes d'appartenance à sa propre vie. Dans le silence qui suit des pleurs entiers, naît parfois une certitude douce. L'histoire ne redevient pas comme avant, mais elle redevient. La biographie, désormais traversée de lignes d'or, raconte d'une manière nouvelle qui est devenu celui qui a traversé ce qu'il a traversé. La douleur continue d'exister, mais elle ne dicte plus la grammaire de toutes les phrases. Le sens réapparaît entre les coutures, non comme une lumière de théâtre, mais comme la clarté du matin. Et la liberté, qui semblait un concept lointain, se confirme comme une pratique intime. Pouvoir se re-raconter avec dignité, sans rien effacer de ce qui fut, tout en affirmant des valeurs qui guident le prochain pas. C'est ainsi que les cicatrices se mettent à raconter, non des fractures, mais des chemins. Lorsque la nuit s'approche et que la maison se tait, bien des histoires réclament un dernier pli de soin. Le corps replie ses antennes, l'esprit cherche un coin moins lumineux, le cœur cherche un contour où se reposer. C'est à ce point que la traversée prend un sens nouveau. Le chemin parcouru commence à coudre celui qui vient. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de public. Il n'y a que la compagnie de celui ou celle que vous êtes devenu au fil de cette conversation. Quelqu'un qui reconnaît la douleur sans s'y réduire. Quelqu'un qui perçoit avec une clarté grandissante qu'il existe un espace intime où la vie demeure un choix. Une respiration plus ample annonce souvent la présence de sens, non comme un spectacle, mais comme un retour à son axe. En se souvenant de la triade de sens dans le chaos, quelque chose trouve sa place. Création qui tient encore, expérience qui nourrit encore, attitude qui honore encore. Trois fils simples, alignés sur des valeurs qui ont survécu au vent. Lorsque ce souvenir touche la poitrine, l'impression d'emprisonnement perd quelques nœuds. La cellule reste une cellule, mais la fenêtre recommence à éclairer le sol. Au creux des plis du jour, le journal Eau douce se révèle comme une mémoire d'appartenance. Trois moments de service silencieux ont le pouvoir de re-raconter l'intrigue d'une journée fatiguée. L'esprit, si souvent entraîné à consigner les manques, se surprend à consigner les offrandes. Le corps, si souvent épuisé de chercher l'allègement, reconnaît dans le sens une forme de repos. Ce n'est pas un excès de tâche,
c'est la délicatesse d'avoir fait partie. Le protocole des 3 questions demeure une boussole discrète. Ce qui dépend de moi dans les prochaines heures, pour qui cela a du sens. Quelle valeur devient visible? Il n'y a pas ici de grandes promesses. Il y a le geste possible, la portée du phare. Et les phares, lorsqu'ils persistent, modifient des routes sans tapage. L'espérance, verbe et non vitrine, respire au rythme d'un micro-acte vrai, répété assez de fois pour devenir habitude. Un moment, le souvenir de la carte de transmutation se manifeste comme un courage tranquille. La perte trouve un nom, la valeur blessée trouve une voix, la direction trouve un geste. Lors du kintsugi, commence à dessiner les bords de ce qui s'est brisé. La biographie, moins soucieuse d'avoir l'air intacte, découvre une beauté dans les jointures. Chaque ligne brillante affirme « il y a eu rupture, il y a eu soin, il y a eu reconstruction », non pour cacher, mais pour honorer. Le rituel d'autorisation intérieure rend aux limites et aux priorités leur netteté. Un non négociable garde l'essentiel. Un oui non négociable nourrit ce qui demande un avenir. Autour de ces 2 phrases, le bruit perd de son autorité. Le héros performatif et la victime chronique ont moins d'espace pour dicter le ton. Le courage discret d'être responsable soutient la scène invisible où se joue la vraie vie. À l'horizon d'1 mois, le projet pont de 30 jours dessine des passages là où il n'y avait que des rives isolées. Des causes et des personnes gagnent en présence, et la présence redonne de la présence à celui qui offre. Le flux retrouve son cours, tel un fleuve qui rejoint son lit. Il ne s'agit pas de sauvetage, mais d'appartenance. Donner une place à ce que nous sommes dans le tissu commun. Et, en donnant une place, découvrir la sienne. La lettre de héritage à l'entretien de vie range les tiroirs du sens avec des mains patientes. Des mots choisis au plus juste nomment la valeur qui doit traverser le temps. Une voix enregistrée reconnaît des apprentissages que seule la douleur a enseignés. En entendant sa propre histoire dans sa propre voix, quelque chose se réconcilie. Ce qui semblait trop éclaté révèle des lignes continues. Ce qui semblait sans nom en trouve un. Ce qui semblait une fin devient un chapitre. Il est peut-être possible de percevoir maintenant un calme qui ne dépend pas du dehors. La liberté, prise comme une attitude répétée, devient une demeure. Elle ne promet pas un ciel clair, mais offre un abri les jours de vent. C'est la liberté d'orienter le regard vers la fenêtre quand la grille insiste, la liberté de choisir la trace plutôt que la chasse, la liberté d'allumer le phare plutôt que de poursuivre le brouillard, la liberté de faire de la douleur une œuvre, la liberté de dire non et oui avec dignité, la liberté d'être pont, la liberté de se re-raconter avec de l'or dans les fentes. Au fond, la question demeure comme une fidèle compagnie, non comme une injonction. Quelle part de moi peut encore choisir aujourd'hui la direction du sens? Si cette part a déjà répondu, ne fût-ce qu'à voix basse, l'essentiel est présent. Le reste trouve sa voie avec le temps, comme une aurore qui n'a pas besoin d'être poussée. Et, lorsque la lumière revient toucher les surfaces de ce que vous êtes, la vie se permet de continuer. Même dans la nuit la plus profonde, la lumière du sens peut se trouver. Et si la douleur qui pèse aujourd'hui était le portail du sens que vous avez toujours recherché, peut-être est-ce l'instant où se révèle le pas suivant, petit, vrai, respirable, à la mesure exacte de votre liberté.